collègues puissent nous rejoindre. Et en attendant, vous pouvez écrire dans la barre de conversation, dans la barre de chat, d'où vous vous connectez et avec quelle organisation vous travaillez. Je vois qu'on a Saïdou qui est là. Saïdou, notre point focal du Burkina Faso. Suzanne, une des 3 points focaux du Cameroun. Merci à vous d'être là. Bonjour Philémon. Philémon, vous vous connectez de quel pays? Depuis quel pays? Pardon. Ok, Philémon du Cameroun, très bien. Bonjour Ousmane, bienvenue. Donc n'hésitez pas, en attendant les collègues, écrivez-nous votre nom, le pays depuis lequel vous vous connectez et éventuellement, si vous avez une réflexion ou une question sur la nouvelle édition des normes minimales, vous pouvez l'écrire et on tâchera d'y répondre au moment voulu. Je donne encore 1 minute et puis on va commencer. Bonjour Lassina Konaté depuis le Burkina Faso, bienvenue à vous. Et Suzanne. Suzanne est avec nous depuis le Cameroun. C'est une des 3 points focaux innés au Cameroun. Et Suzanne, si je ne me trompe pas, tu es basée à Yaoundé, c'est ça, hein? Bonjour Oui, c'est ça, Honoré. Emeline, c'est ça. Ça va, Bonjour. ma Yes. mémoire tient encore. Bonjour Honoré, depuis le Niger. Bienvenue. Merci, bonjour. Bonjour. Ok, sans plus attendre, je vais lancer la session. Donc, en vous remerciant de nous avoir rejoints aujourd'hui, moi, c'est Emeline Marchois. Je suis la facilitatrice de la communauté de langue française de l'INE, pour ceux que je n'ai pas encore eu le plaisir de croiser. Donc, voilà, au fur et à mesure de la session, vous pouvez écrire vos questions dans la barre de discussion. Et on vous donnera aussi la possibilité de prendre la parole en utilisant la barre d'outils en allant dans lever la main. C'est très important de bien garder les micros éteints pendant que les présentations s'effectuent. Mais voilà, on est là pour répondre à vos questions, donc vous aurez l'occasion de le faire. Et les vidéos, c'est comme vous voulez. Si ça prend pas trop de connectivité, vous êtes invité à les garder allumées, c'est comme vous pouvez. Voilà. Donc, les objectifs de la session, c'est de voir les développements, les apprentissages et les défis clés dans le secteur de l'éducation en situation d'urgence qui ont amené à l'actualisation, à la mise à jour des normes minimales de l'INE. On va donc vous présenter la structure et le format des nouvelles normes minimales et on vous présentera aussi les changements clés entre l'édition de 2010 et celle de 2024. Donc, pour ceux qui prennent en cours, vous êtes les bienvenus et vos questions sont accueillies dans la barre de discussion. Prochaine diapo, Ariel, s'il te plaît. Il faut savoir que les normes minimales 2024 ne sont pas encore traduites en français. Donc, ce que l'on vous présente ici, c'est une avant-première
à partir de la version anglaise et les traductions que vous verrez aujourd'hui, ce ne sont pas la version finale. On vous tiendra au courant de la sortie de la version, finale. En attendant, ce qui va être, montré, aujourd'hui, voilà, c'est un aperçu. Il y aura pas une grande différence, mais tout de même, il y a des termes très importants, à sur lesquels il faut qu'on voilà, qu'on oh, statut, pardon. Je vais passer la parole à Nathalie maintenant qui va vous f faire un bref aperçu de l'INE. Bonjour, bonjour à toutes et tous. Merci Emeline, bienvenue. Donc, juste petite présentation brève. Je suis Nathalie, communicatrice de la communauté de langue française. Donc, pour bien planter le cadre des normes minimales, on va vous parler d'abord de l'INE. Ariel, next slide, please. Donc, l'INE, c'est un réseau mondial qui a un objectif, c'est l'accès sûr, pertinent, de qualité, équitable pour toutes et tous dans le monde, même en situation de crise. Donc, c'est un réseau qui regroupe des membres. Tout le monde peut être membre de l'INE, il faut juste avoir un intérêt pour l'éducation en situation d'urgence. On compte pour le moment plus de 22 000 membres individuels qui font partie de plus de 4 000 organisations dans 190 pays. L'INE, c'est important de savoir, c'est avant tout un soutien technique. Donc, l'INE, c'est un réseau international qui travaille avec des groupes de travail sur des thématiques comme le soutien psychosocial, l'éducation inclusive, l'éducation accélérée. Donc, c'est toutes des thématiques et ça permet aux membres de se rassembler, de discuter, de faire avancer les agendas, de développer des outils techniques. Et aussi, donc, l'outil fondamental, c'est les normes minimales pour l'accès à l'éducation. Donc ça, c'est ce qu'on va développer ici plus dans cette présentation. C'est quoi les normes minimales? Mais ce n'est pas un bailleur de fonds, l'INE. Donc l'INE n'a pas de fonds et ne fournit pas d'aide financière, malheureusement. C'est vraiment un soutien technique. Alors dans les espaces de réseau, nous avons la communauté de langue française de l'INE. Il y a la communauté de langue espagnole, arabe et portugaise aussi. Alors là, nous rassemblons les membres de l'INE qui parlent la langue française, donc, pour travailler ensemble sur du plaidoyer selon les thématiques que les membres nous transmettent. On fait des tables rondes, on écrit des blogs, on fait des rencontres, des webinaires. Et par exemple, l'année dernière, on avait fait tout un travail sur la protection de l'éducation contre les attaques. On fait aussi le développement des ressources à travers donc, tout ce qui est consultation, sondage. Donc, l'INE fait beaucoup de consultations envers ses membres et nous traduisons tout ça vers le français. On partage les connaissances, on rassemble un peu toutes les informations sur le secteur de l'éducation en situation d'urgence pour compiler cette information que nous partageons à nos membres. On a beaucoup de travail de traduction. Toutes les ressources publiées par l'INE sont traduites dans les 5 langues de l'INE. Nous faisons beaucoup de travail de communication. Nous soutenons plutôt des opportunités de formation. Donc, quand vous souhaitez faire des formations sur les normes minimales de l'INE, vous contactez Emeline, qui est la facilitatrice. Et nous, après, on organise ça au sein du secrétariat, voir quelles sont les possibilités, comment trouver des fonds pour pouvoir. Enfin, c'est pas nous qui cherchons les fonds, bien sûr, je le dis toujours. C'est vraiment le soutien technique, comment faciliter les choses et pouvoir développer ces formations, par exemple, sur les normes minimales. Et nous travaillons donc en collaboration avec les points focaux. Donc, Emeline en a parlé. Il y a plusieurs points focaux de l'INE qui sont ici dans cette réunion. Donc, ça, ce sont des personnes clés qui ont été sélectionnées pour être une personne de référence de l'INE au sein d'un pays. Donc, j'ai vu qu'il y avait Amidou Garba, qui est le point focal au Niger. Il y a donc Suzanne, qui est le point focal au Cameroun. Il y avait Saïdou, qui est le point focal au Burkina Faso. Donc, ils ont un peu le rôle de faire le lien entre le secrétariat de l'INE et les membres de l'INE dans le pays. Et nous travaillons aussi directement avec les membres. Ariel, next slide. Merci. Donc, le processus de traduction des normes minimales, comme Emeline vous l'a annoncé, donc les normes minimales viennent d'être mises à jour. Elles ont d'abord été publiées en 2004, et ensuite en 2010, et nous venons de mettre une mise à jour. La mise à jour est uniquement disponible en anglais parce que la traduction est un travail très sérieux au sein de l'INE. C'est un processus qui prend du temps, qui va être rigoureux, et donc c'est pour ça que nous n'avons pas encore de date de publication, car c'est un processus qui doit d'abord être lancé, et puis nous allons conformer un groupe de révision linguistique qui sera formé par des membres de l'INE. Donc, plus tard dans l'année, nous allons lancer l'appel à candidature pour postuler pour faire partie de cette révision. Et donc, on va constituer ce groupe. Et une fois qu'une première traduction qui a été faite par des professionnels sera rendue, nous allons faire une correction et nous allons donc justement discuter des concepts ensemble et pouvoir trouver les mots qui sont parfaits pour ce que l'on souhaite montrer dans les normes minimales.
Donc, il n'y a que l'INE qui va publier les traductions officielles. Donc, les normes minimales ne seront disponibles que sur le site internet de l'INE. S'il y a d'autres traductions qui ne sont pas officielles, il ne faut pas y prêter attention. Il faut vraiment se focaliser, car comme on le dit, le choix des mots est toujours très important et il faudrait que ce soit vraiment validé, il faut que ce soit validé par l'INE. Et si vous avez un besoin urgent donc de faire traduire les normes minimales de l'INE, n'hésitez pas à contacter l'adresse qui est là, qui est le groupe qui travaille sur la coordination des normes minimales, et pour obtenir donc une autorisation et voir comment on peut faire pour cela. Alors, comme Emeline l'a dit, ici, nous avons fait une première traduction des normes minimales pour justement vous les présenter un peu. Et il est important de savoir que ce n'est pas une traduction définitive. C'est une première traduction et la traduction définitive sera prochainement. Ensuite, donc, on va vous montrer une petite vidéo sur le processus de mise à jour des normes minimales. Elle est en anglais sous-titrée en français. Et ensuite, on vous présentera un peu plus sur les normes minimales. Et cette vidéo explique un peu c'est quoi les normes minimales et comment a été ce processus de mise à jour, car c'est un processus qui a été fait à travers une grande consultation des membres. Merci, Ariel. Education is a fundamental human right. But during times of crisis, education is too often interrupted, denying learners the cognitive development, psychosocial well-being, and hope that quality education provides. Human rights, including education, are not suspended during emergencies. So how can we make sure this right is protected when crisis strikes? Since 2000, members of the Interagency Network for Education in Emergencies have worked together to ensure that all individuals have the right to a quality, safe, relevant, and equitable education. INEE functions to build community, convene stakeholders, share knowledge, advocate for change, promote learning, and provide tools and resources. The INEE Minimum Standards for Education are the global framework for the provision of education in emergencies. These standards, developed through consensus by thousands of stakeholders, aim to enhance the quality of education preparedness, response, and recovery, to increase access to safe and relevant learning opportunities, and to ensure accountability for those providing these services. The INEE minimum standards are designed to be used in a range of crisis situations, including environmental disasters, conflict, slow and rapid onset emergencies, and in both rural and urban environments. They're based on the Humanitarian Charter and the core humanitarian standards. The INEE minimum standards translate these principles and rights into practice, setting out agreed standards for education that are supported by clear actions, guidance, and indicators. The INEE minimum standards are periodically updated to incorporate new learning and evolving needs. The 2024 update involved more than 1,600 individuals in 35 countries, participating in a variety of online and in-person activities over more than 8 months. The inclusive process was based on the principles of broad consultation, community participation, cultural and linguistic diversity, and racial equity. We asked some INEE members who've been involved in the update to share what's new in the 2024 edition of the INEE minimum standards. The 2024 edition of the INEE minimum standards reflects the realities and perspectives within a changing humanitarian development landscape. The update focuses on missing or incomplete topics, on the clarity of the text, and on adjusting the format and navigation of both the digital and hard copy versions of the handbook to increase accessibility and usage. It has been exciting to be part of the INEE minimum standards updating process. This is because some of the grey areas that have emerged over the last 10 years
have been covered by the updated INE minimum standards. Some of the areas include new guidance on early childhood education, higher education, distance education, and the role of education in addressing emergencies induced by the climate change. The length and complexity of humanitarian crisis has grown, requiring a stronger collaboration between a large number of actors. New standards and guidance have been added to address the need for greater coherence, coordination, and linkage with other sectors, such as health, protection, food assistance, and others. The update includes a stronger focus on gender and inclusive education, and in recognition of the localization agenda, new guidance reinforces the central role of local actors and crisis-affected populations within humanitarian response. The updated INA minimum standards engage more meaningfully with concepts of anti-racism and decolonization, not only with new guidance that emphasizes the agency and knowledge of local actors, but in providing guidance in a format and language that is more accessible and easy to use. The INA minimum standards express a commitment that all individuals, children, youth, and adults have a right to education whenever and wherever crisis strikes. The updated handbook is a powerful tool in protecting this right. Visit INEE.org to learn more about the INEE minimum standards and become a member today. Merci beaucoup Nathalie pour ta présentation. Donc dans la vidéo, ça termine en disant « Devenez un membre de l'INE ». Si vous n'êtes pas encore membre de l'INE, on vous invite à le faire dès après cette présentation à partir de la page web. C'est gratuit, c'est ouvert à tous et ça vous permettra d'avoir accès à beaucoup d'informations et aux actualités les plus récentes et à vous mettre en contact entre membres et acteurs de l'éducation en situation d'urgence. Donc, vous avez vu dans la vidéo certains points sur la mise à jour et cette vidéo est vraiment représentative du travail du réseau qui se veut d'être un réseau où on travaille collectivement, on travaille ensemble pour un impact collectif. Donc, le résultat des consultations, le résultat des travaux de mise à jour, c'est le travail qui a été fait ensemble. Donc tout ça, pour vous mettre dans le bain, en fait, vous avez vu aussi qu'il y a une utilisation de couleurs pour le rendre plus accessible. On espère moins de jargon et on a utilisé des visuels de façon à guider plus facilement entre les différentes sections. Et puis, on verra après, il y a une numérotation qui a été ajoutée également pour faciliter la navigation. On l'a dit, on le redit, on met un accent très fort sur la définition et la terminologie. C'est très important que même en venant de cultures différentes et en parlant des langues différentes, on ait la même compréhension des choses et du secteur. Donc, on en reparlera après. Et les normes minimales ont été revues avec toujours au centre de cette approche et au centre des discussions le principe de ne pas nuire. C'est vraiment essentiel dans l'action humanitaire. Donc, le principe de ne pas nuire, il a vraiment été toujours en tête. Là, ce que vous voyez à l'écran, donc c'est la version 2004, la 2010 et la 2024. Et le changement ici reflète certaines décisions et prises de position de l'INE quant à ses publications. Vous voyez que dans la version actuelle, il n'y a pas d'image, il n'y a pas de représentation d'enfants ni d'individus. Ceci, c'est dans un souci de protection et ça reflète un souhait de l'INE de respecter et de donner toute leur dignité aux personnes avec lesquelles on travaille directement ou indirectement. Prochaine diapo, Ariel, s'il te plaît. Ça, on l'a vu dans la vidéo. J'insiste sur le fait que c'est un travail consultatif, un travail collectif. Vous voyez que ça a été réalisé dans 17 pays. Nous, au niveau de la communauté de langue française, on a eu le soutien
du Tchad, du Burkina Faso, d'Haïti, de certains pays du Sahel et d'une partie de collègues au Liban. Donc, voilà, les membres francophones se sont mobilisés en personne et en ligne pour nous donner accès à des priorités à prendre en compte, au changement du paysage en éducation en situation d'urgence. Prochaine diapo, merci. Donc, basé sur les droits humains, la diversité culturelle, l'équité raciale, la participation communautaire et donc toujours la large consultation. Je ne reviens pas plus en détail là-dessus parce que ça a été déjà expliqué dans la vidéo, mais si vous avez des questions, on pourra revenir dessus après. Prochaine diapo, Ariel, s'il te plaît. Ça, c'est pareil. Ce sont les développements notables en éducation en situation d'urgence depuis 2010. Ça a également été dit, mais grossièrement, on voit qu'il y a donc les nouvelles initiatives mondiales, les nouveaux défis environnementaux et humanitaires, dont les impacts du changement climatique. La pandémie de Covid-19 aussi a fait avancer ou a fait prendre conscience d'autres aspects et d'autres besoins en termes d'éducation en situation d'urgence. Et puis, les tendances émergentes dans l'action humanitaire, le renforcement de la coordination entre l'éducation, la protection et les autres secteurs, l'accent mis sur l'action humanitaire menée au niveau local et sur la décolonisation, la localisation, et le travail du nexus entre l'aide humanitaire, le développement et la consolidation de la paix. Je vous invite, pareil, à poser vos questions dans la barre de chat. Donc, concrètement parlant, qu'est-ce qu'il y a de nouveau dans l'édition de 2024 ? Prochaine diapo, Ariel, s'il te plaît. Merci. Au niveau du format et de la structure, la structure générale, elle reste inchangée. On a repris le contenu, mais en l'améliorant. Donc, on a amélioré l'accessibilité et l'utilisation, donc en mettant des actions clés et des notes d'orientation qui sont alignées ou reliées les unes aux autres. Les normes sont numérotées, ce qui fait que quand on les référence dans un texte, dans un document, c'est beaucoup plus clair, donc de 1 à 19. On a toujours les 5 domaines. Et donc, l'accent est mis sur l'utilisation d'un langage qui se veut plus clair et simple, plus facile à comprendre et à traduire. Donc, moins de jargon dans l'espoir d'améliorer l'accessibilité. Il y a un schéma de couleurs, comme vous l'avez vu. Visuellement, c'est beaucoup plus agréable, c'est moins terne. Mais ça rappelle aussi les couleurs utilisées dans le cadre des indicateurs des normes minimales qui, en fait, sont les couleurs du logo de l'INE. Mais c'est pareil, ça aide quand on navigue entre les pages à mieux se retrouver parce qu'on a une mémoire visuelle qui se met en place aussi. Au niveau des icônes, donc je vous présente la petite icône des actions clés, l'autre de la note d'orientation et la loupe qui représente le voir aussi. Donc, le voir aussi, ça vous donne accès à d'autres références ou à des points à prendre en compte. Et également, une liste de références et de lectures pour aller plus loin, voilà, avec des liens vers des orientations pertinentes. Et un avant-propos qui a été signé par les agences fondatrices de l'INE et ses membres permanents au comité directeur qui sont l'UNICEF, le HCR, et l'UNESCO. La prochaine diapo, Ariel, merci. Donc ça, c'est ce qu'on appelle la carte des normes minimales. Vous allez la voir de... Oh, non. Back. Voilà, c'est bon, merci. Vous voyez donc la carte des normes minimales. Et là, c'est pour vous présenter les questions transversales. Donc, vous voyez que le domaine 1, on a domaine 1, domaine 2, domaine 3, domaine 4, domaine 5, et en dessous, les questions transversales. Les questions transversales, protection, genre, handicap, santé mentale et soutien psychosocial, réduction des risques de catastrophes et résilience, éducation sensible au conflit, crise climatique et centrer l'équité dans l'éducation en situation d'urgence. Vous verrez que les nouvelles, donc crise climatique et centrer l'équité dans l'éducation en situation d'urgence, ce sont les résultats des consultations.
donc qui reflètent les changements dans les priorités, les changements dans les paysages. Après, quand je dis changement des priorités, ça dépend des contextes. Donc, voilà, je voulais juste le préciser, pardon. Donc, ces orientations relatives à chacune des questions transversales, elles ont été intégrées et renforcées dans l'ensemble des normes et elles doivent être prises en compte à tous les niveaux et pour tous les types de programmes éducatifs, à tous les stades de la crise, de la préparation aux interventions et en passant par le relèvement. Pour le moment, c'est tout ce que j'ai. Non, j'ai un point de plus à dire au niveau de la terminologie. Donc, une fois de plus, il se peut que la dénomination des questions transversales ici, comme on les voit, pardon, change au fur et à mesure du développement des traductions. Donc, pour les personnes qui viennent d'arriver ou qui nous ont rejoints en cours, la traduction va être faite et là, vous avez une avant-première qui ne reflète pas forcément la terminologie finale. Voilà. Prochaine diapo, Ariel, s'il te plaît. Merci. La grande valeur ajoutée des normes minimales 2024, c'est l'introduction. L'introduction, c'est la force de ce manuel de 2024. Elle met en exergue vraiment les caractéristiques de ce qu'est l'éducation de qualité. Donc, c'est le premier point sur la diapo, une définition qui est mise à jour de l'éducation de qualité, qui reflète davantage ces caractéristiques. Et donc, il faut qu'elle soit basée sur les droits, les droits humains, contextualisée et pertinente. Mais qu'est-ce que ça veut dire être contextualisée et qu'est-ce que ça veut dire être pertinente? Tout ça, en fait, on vous donne une base au niveau du vocabulaire pour ensuite pouvoir avancer et que tout le monde se comprenne le mieux possible. Le développement holistique des apprenants, l'enseignement et l'apprentissage, les ressources habilitantes, ça c'est pareil, il pourra y avoir un changement par rapport à cette terminologie, les résultats d'apprentissage et la continuité pédagogique. Donc ces 7 caractéristiques, elles doivent toujours être contextualisées en fonction de vos travaux et de vos approches, de vos besoins. Et cette définition, elle est très importante pour rendre l'utilisation des normes minimales plus concrète et plus facile. Donc, vous verrez que dans l'introduction, il y a aussi des discussions sur les normes minimales en ce qui concerne la contextualisation, le lien entre l'aide humanitaire, le développement et la consolidation de la paix et la coordination sectorielle de l'éducation en situation d'urgence. Il y a aussi une note sur le concept de partage des capacités. Partage des capacités, c'est une fois de plus un terme qui va peut-être changer donc, en fonction de la traduction finale. Et à l'INE, on aime apprendre. On n'est pas seulement là pour partager des connaissances, on aime aussi apprendre. Et on a développé une réflexion critique sur le processus de mise à jour. Donc, cette réflexion, elle évoque les difficultés qu'on a eues en termes de captage de témoignages ou bien dans les efforts de représentation. Et il y a certains points de tension ou des points sur lesquels on n'est pas forcément satisfait à 100%, bien que le travail ait été fait de façon rigoureuse, et notamment sur toute la thématique d'inclusion. Donc, voilà, vous trouverez ça dans l'introduction. L'introduction est longue, c'est un fait, mais elle est extrêmement utile et j'espère que vous l'apprécierez autant que nous, on a apprécié de la développer. Prochaine diapo, Ariel, s'il te plaît. Donc, on arrive au domaine. Pour ceux qui connaissent déjà les normes minimales, l'ancienne version, vous allez voir que certains domaines ont été renommés. Mais le point, c'est pas contradictoire du tout. Ce que cette mise à jour apporte ici pour les domaines, c'est également une définition et une introduction conceptuelle à chaque domaine. Donc, on ne rentre pas seulement dans les points voilà, avec les normes, vous allez avoir une explication
pour vous aider après à vous orienter dans le domaine en question. Et chaque domaine peut être traduit en fonction de vos besoins et des contextes culturels. Donc, pour le domaine 1 des normes fondamentales pour une intervention de qualité, elle a été renommée norme fondamentale pour une intervention de qualité parce que lorsque l'on parle d'intervention en éducation, ce n'est pas que l'éducation qui doit être de qualité, mais l'intervention aussi doit être de qualité, tout autant. Et donc, on a mis des accents particuliers sur l'implication des communautés autochtones ou locales, c'est pareil, terminologie à déterminer, le respect des systèmes de connaissance des communautés autochtones, la participation des acteurs nationaux et locaux dans les mécanismes de coordination, la coordination conjointe et la cohérence entre l'aide humanitaire et le développement, l'assistance en espèces et sous forme de bons. Alors ça, c'est Cash and Voucher Assistance en anglais. On va voir aussi sur quel terme on statue à la fin des traductions. On met aussi une orientation sur la responsabilité en matière de données et de confidentialité, la protection des données. Ça, c'est vraiment très important. On le répète beaucoup au sein de la communauté de langue française. On regarde aussi la planification pour une réponse rapide. Également, le partage des capacités entre les acteurs locaux, nationaux et internationaux. On adresse aussi la construction d'un système éducatif résilient et le système de gestion de l'éducation sensible aux situations de crise, le SIGE. Donc voilà pour le domaine 1 et ses nouveautés globales. Prochaine diapo, Ariel, s'il te plaît. La norme 2, accès et environnement d'apprentissage. Donc là, on a un changement au niveau de la norme 8 qui a été renommée accès égal et équitable. Donc, je pense qu'il y a la notion d'équité ici, avec un... Pardon. Si vous avez des questions, n'hésitez pas à les mettre dans la barre de discussion et sinon, levez la main, s'il vous plaît. Merci beaucoup. Donc, elle a été renommée et on a mis un accent particulier sur la collaboration entre la protection de l'enfance et l'éducation en situation d'urgence et les liens vers les standards minimums pour la protection de l'enfance. L'INE travaille en collaboration proche avec l'Alliance et on a voulu refléter ces échanges interagences, justement. Un accent est mis également sur l'éducation à distance, sur les besoins et les défis spécifiques de chaque apprenant à différents niveaux d'enseignement, que ce soit le développement de la petite enfance, le primaire, le secondaire et le supérieur. Également, une éducation flexible et des parcours éducatifs multiples, en incluant des possibilités d'éducation formelle et non formelle, et voir si, lorsque l'éducation non formelle est reconnue, qu'elle soit certifiée et qu'elle offre une voie d'accès à l'apprentissage continu. On a regardé aussi l'atténuation des effets de la crise climatique et des risques de catastrophes sur les infrastructures éducatives, en respectant et en tirant parti des systèmes de connaissances locaux et autochtones. J'en profite pour rappeler que les normes minimales sont là en parallèle des systèmes nationaux et en aucun cas pour prendre le dessus sur ce qui est développé au niveau national et local. Et puis, on a donc aussi donné des orientations vers la sécurité scolaire, en l'occurrence le cadre global pour la sécurité scolaire de GADRES. GADRES également, avec qui on travaille de façon très régulière. On va passer à la prochaine diapo, Ariel, s'il te plaît. Le domaine 3 sur l'enseignement et l'apprentissage. Donc ici, les normes ont été réorganisées, donc vous retrouverez les mêmes. Toutefois, la norme 13, elle a été renommée « Évaluation des résultats d'apprentissage holistique ». Donc pas uniquement apprentissage et point final. Essayez de vraiment regarder tout ce qui peut être le plus complet pour l'apprentissage des apprenants. C'est un peu redondant ce que je veux dire, mais l'apprentissage des élèves ou des étudiants.
Dans le domaine 3, on a mis l'accent sur la numérisation et l'éducation à distance et leurs implications sur l'enseignement et l'apprentissage. Également sur l'inclusion des personnes réfugiées dans les systèmes d'éducation nationale. Aussi, on a mis l'accent sur la langue d'instruction et la langue maternelle et le respect des systèmes de connaissances locaux et autochtones et comment s'en inspirer lors de l'élaboration des programmes d'études, ainsi que l'élaboration du matériel et des méthodes d'enseignement et d'apprentissage. Donc voilà pour le domaine 3. Je sais que c'est beaucoup d'informations. Vous garderez ce qui est pertinent pour vous. Vous pourrez y retourner plus tard également. Et on passe au domaine 4, s'il te plaît, Ariel. Donc le domaine 4, personnel enseignant et autres personnels de l'éducation, autres personnels de l'éducation au pluriel, c'est important. On a aussi une discussion à avoir par rapport à la terminologie aussi, savoir ce que contient le personnel enseignant, ce que contient le personnel de l'éducation, ou bien si c'est le personnel éducatif en général, est-ce qu'on doit faire une différence, ne pas faire une différence? Bref, tout ça, c'est des points qui restent à discuter au moment de la traduction. L'accent du domaine 4, il est mis particulièrement sur la professionnalisation des enseignants, comment passer des aptitudes, des connaissances et que le personnel enseignant ait des qualifications dans les contextes de crise. On s'est basé aussi sur les recommandations mondiales de l'UNESCO et de l'OIT sur le statut de la profession de l'enseignant. On a regardé aussi les questions relatives à la gestion du personnel enseignant, les contrats de travail, la rémunération, les mécanismes de soutien, et toujours en lien avec les notes d'orientation sur ces thématiques. Et puis, le bien-être et la santé mentale du personnel enseignant et le soutien psychosocial du personnel enseignant et autres personnels de l'éducation. Ça a été pris en compte et pareil, avec des références aux publications les plus récentes. Prochaine diapositive, s'il te plaît. Merci. Alors, le domaine 5, politique éducative. Ce domaine-là, parfois, il n'est pas du tout regardé en fait par les utilisateurs parce qu'ils ne travaillent pas directement avec les politiques éducatives. Toutefois, on retrouve les politiques éducatives un peu dans tous les domaines. Donc, c'est important d'utiliser ce domaine comme une base pour la planification de l'éducation, y compris dans les situations d'urgence, et voir que ça aide à exprimer les objectifs du système éducatif et toujours énoncé ou basé dans les lois, les règlements nationaux, enfin tout ce qui est législation, les budgets et les programmes également. Donc l'accent a été mis sur le renforcement du domaine 5 en tant que fondement des 4 autres domaines. C'est un domaine qui était, enfin je me répète, mais c'est vrai que c'est un domaine qui était un peu laissé pour compte. On a essayé de lui donner toute son importance au niveau stratégique, mais dans la programmation également. Donc là, l'accent, il est mis sur les plans nationaux pour le secteur de l'éducation et les plans d'urgence, y compris les plans d'intervention et de préparation. On reflète le lien entre l'humanitaire, le développement et la consolidation de la paix dans l'élaboration des politiques. On donne des orientations sur le rôle du plaidoyer ou le rôle que le plaidoyer peut avoir en éducation en situation d'urgence. On parle de l'alignement des politiques sur les outils, les conventions, les cadres, les politiques internationales, y compris le pacte mondial sur les réfugiés et la déclaration sur la sécurité dans les écoles, donc de JCPOA. Et comment réglementer l'engagement du secteur privé dans l'ESU. Donc ça, c'est toutes les conversations qui ont découlé je ne sais plus, c'est le pacte d'Abidjan, les principes d'Abidjan, pardon. Donc voilà pour le domaine 5 et on passe à la prochaine diapo, Ariel, s'il te plaît. Donc, je vous ai présenté un peu la partie visuelle, la partie des changements. J'imagine que vous avez beaucoup de questions et que certaines de ces questions, c'est comment accéder aux normes minimales édition 2024. Donc, patience,
pour la traduction en français. Vous pouvez y accéder en anglais d'ores et déjà. Si vous souhaitez des copies imprimées des copies imprimées, mais comment dire, il faut les commander et les payer. Il faut contacter l'adresse qui est là, minimum.standard avec un s @ine.org. Vous pouvez d'ores et déjà télécharger le PDF en ligne et il y a le format digital sur le site de l'INE avec le contenu des normes minimales, les traductions, le cadre des indicateurs et les ressources associées à ça. Pardon. Nathalie vous a mis la version, le lien dans la barre de discussion. Prochaine diapo, Ariel, s'il te plaît. Ensuite, après aujourd'hui, qu'est-ce qui va se passer? Donc, au niveau de la diffusion et de l'utilisation de l'édition 2024, donc il y a eu un événement de lancement en personne. Là, on fait les lancements via les sessions de questions-réponses en ligne. On va travailler à la traduction, comme on vous le disait tout à l'heure. Et puis, donc la traduction, pour ceux qui ont pris en cours, c'est dans un souci de rigueur, que ça soit le plus inclusif possible et représentatif des membres. Donc, voilà, c'est en train de se mettre en place. Et le partage des capacités, donc le partage des capacités pour favoriser l'échange des connaissances, l'apprentissage mutuel entre les parties prenantes de l'éducation en situation d'urgence sur la mise en œuvre des normes actualisées. On vous donnera des informations dessus sur des séances d'orientation et ce genre d'événements en ligne. Mais vous pouvez également nous aider à diffuser les normes 2024. Nathalie vous a mis le lien du kit de communication. Donc, vous y retrouvez la présentation, vous y retrouvez un résumé de ce qui est nouveau, etc. Donc, vous pouvez vous-même, les membres, être acteurs de la diffusion. Donc, on va passer à la toute dernière diapositive. On garde contact. Vous avez donc l'adresse des minimumstandard. Oh là, je ne sais plus parler. minimum.standard@ine.org. Je vous remettrai mon adresse également. Vous pouvez nous retrouver sur la communauté de pratique de l'INE, dans les groupes WhatsApp des pays qui ont un groupe WhatsApp également. Et en vous remerciant pour votre attention, on va maintenant passer aux questions-réponses. J'espère que ça vous aura été utile jusque-là. On a plusieurs questions qui ont déjà été partagées. Tu veux que je te les partage d'abord ou... je veux bien que tu les lises. On peut faire une question que tu as répertoriée et une question en levant la main. On peut faire comme ça pour que ce soit un peu plus dynamique. Exactement. Alors, la première question, comment peut-on implémenter les normes de l'INE dans les salles de classe? C'était, je pense, de Monsieur Philoménon Ndissala. Une très grande question. Très grande question qui ferait l'objet plus d'une orientation. Et je vais demander à Ariel. Ariel, can you go back to the slide with the map, please? Je vais vous répondre. The map of the minimum standards, no? Yeah. On va vous répondre, Philémon. Un moment, s'il vous plaît. Oui, pas de souci. Donc, en fait, pour bien savoir comment utiliser les normes minimales, il faut réellement une séance d'orientation et même plus que ça, il faut souvent un atelier pour vraiment bien saisir comment les utiliser. Là, je vais vous donner un petit aperçu, mais c'est tellement petit que... Donc, utiliser les normes minimales dans les salles de classe. Après, ça dépend comment vous voulez les utiliser, dans quel but en fait. On peut imaginer que c'est parce que vous voulez améliorer l'accès à l'école. Dans ce cas-là, vous pensez à ce mot-clé « accès », vous regardez dans la carte des normes minimales
Et vous pouvez vous rendre dans le domaine 2, accès et environnement d'apprentissage. Et vous pouvez aller dans la norme 11, accès égal et équitable. Et si on parle, donc je disais accès à la structure, vous pouvez regarder la norme, pardon, je me suis trompée, c'est norme 8 et norme 10, installation et service. Donc ça, c'est en fonction vraiment de vos besoins et de ce que vous recherchez. Après, dans les salles de classe, qu'est-ce qu'on utilise aussi? On utilise des contenus pédagogiques. Donc, contenu pédagogique, je peux penser en termes clés, enseignement et apprentissage. Et je vais regarder donc dans le domaine 3, enseignement et apprentissage, et je vais regarder la norme qui est la plus pertinente avec ce mot-clé et regarder les orientations qui me sont suggérées par les normes minimales. Donc, vraiment de façon très brève, c'est comme ça que je peux vous dire comment trouver des informations pour que ça soit utile dans les salles de classe, mais ça fait l'objet vraiment de plusieurs heures de travail. Voilà, on va voir s'il y a une question en levant la main. Merci Ariel, tu peux arrêter le partage. Est-ce qu'il y a une question en live? Sinon, je continue. Vas-y, Nathalie. Il y a une deuxième question qui était sur une question de compréhension sur le mot équité pour savoir ce que cela inclut, comme on parle de genre, de handicap et dans les approches transversales. Donc, comment est abordée l'équité? Très C'est bien. quoi équité? Équité. Alors, je vais faire ma maline et je vais vous dire d'aller dans le glossaire de l'éducation en situation d'urgence qui se trouve sur la page web de l'INE, mais je ne vais pas être aussi, comment dire, rude que ça. J'ai pas la photo. C'est vrai qu'il y a toujours une illustration qui parle d'elle-même. Égalité. Vous imaginez des personnes qui veulent avoir accès à des fruits dans un arbre et vous leur donnez à tous la même chose. Donc ça, c'est l'égalité. Vous allez leur donner à tous un tabouret. Donc, ils vont être à pied d'égalité, mais ils ne vont pas être, la situation ne va pas être gérée avec équité. Parce que ces personnes peuvent être de taille différente. Donc, bien qu'il y ait le tabouret, il y en a un qui va être plus haut et un qui va être plus bas. Donc, ils n'auront pas accès aux fruits. Mais Nathalie, elle en propose une autre de photo. Et l'équité, en fait, ça serait de donner le nombre nécessaire de tabourets pour que les personnes aient la même façon d'accéder aux fruits et de cueillir les fruits. Pardon. Et l'image de Nathalie, c'est ça, une fois de plus. On a donné aux personnes qui sont représentées les moyens de façon équitable, donc sans laisser pour compte un des partis. Voilà, j'espère que ça vous aide, mais c'est pareil, il y a Emeline, des définitions. Oui, Cécilia, bonjour. bonjour, merci. T'en prie, Excusez-moi, je suis contente de arrivé un peu voir. en retard. J'ai pris le train un peu en marche, hein, mais merci en tout cas, c'est super intéressant. C'est l'occasion de faire des rappels aussi. Oui. En fait, oui, non, bon, le principe de l'équité, c'est pas que c'est bien de le rappeler, hein, mais c'était pour comprendre, compte tenu qu'on a dans les approches transversales, ou je sais pas comment on les appelle, on a déjà la prise en compte du genre, on a déjà la prise en compte du handicap. Qu'est-ce que l'équité va apporter en fait en plus? Ça, c'est l'objectif, je comprends très bien en fait. Mais du coup, est-ce qu'il y a des exemples un peu plus précis, au-delà des discriminations de genre et de handicap au sens large? Bon, il y a peut-être la question de la langue, hein, peut-être. C'est vraiment une réflexion en fait pour mieux comprendre de manière plus précise, puisque généralement, je pense qu'on a peut-être le réflexe ou l'habitude de penser justement aux questions de genre et de handicap quand on parle d'équité ou d'inclusion. Et là, comme on voit que c'est en plus du genre et du handicap, c'était pour essayer d'aller au-delà, justement, en fait, et d'avoir peut-être certains exemples ou, voilà, ou des réflexions, en tout cas, sur qu'est-ce qu'on peut mettre à l'intérieur en plus de la question du genre et du handicap. Et même si je pense qu'il y en a d'autres, c'est vraiment une réflexion, en fait. Hein, c'est pas une question pour avoir une réponse très précise. Hein, tu vois ce que je veux dire, Emeline? Oui, Merci. en plus de, non, je t'en prie. En plus de ça, j'ai pas la question, j'ai pas la réponse exacte.
parce qu'il faudrait que j'aille voir dans le manuel, justement, j'ai participé à beaucoup de conversations dans le développement, mais pas nécessairement celle-là. Je pense que c'est la place de la langue, mais aussi la place de l'individu dans la société. Équité dans le sens d'effacer, c'est peut-être même pas le bon terme, mais de équilibrer les dynamiques de pouvoir aussi, et que tout le monde puisse voilà, accéder, je vais me répéter, mais accéder au contenu, et là, en l'occurrence, accéder à l'éducation. Je pourrais revenir vers toi en consultant un peu, mes collègues qui ont vraiment rédigé les textes, en fait. Mais oui, je pense que c'est ça. Ça prend en compte la langue et les possibles déséquilibres en termes de. Oui, Nathalie signalait aussi la question du statut de déplacement, les groupes Mais ethniques. Selon les pays, en fait, il peut y avoir différents éléments, je pense, en effet. Ok, non, mais déjà, ça c'est ça. éclaire un peu. Merci. De rien, je t'en prie. Est-ce qu'on a d'autres questions? Oui, Josaphat, l'équité, c'est une sorte de correction des imperfections que la nature ou la société impose à une personne, à une communauté. Je pense qu'au niveau de la définition, en l'occurrence, Cécilia comprend, mais c'était plus qu'est-ce qu'on a voulu dire dans les normes minimales, à quoi on donne accès équitablement, en fait. À qui et à quoi? C'était plus ça. J'ai toujours des questions si jamais, hein. Vas-y. Alors, il y avait une autre question qui était d'essayer d'expliquer la richesse ou la valeur de la partie introduction. Ah. Et puis, il y avait une autre question qui était sur la publication, donc en version imprimée. C'était écrit le module en dur. J'imagine que c'est la publication imprimée. Quand est-ce qu'elle sera disponible? Ça, je pense que la question a été répondue. Mais donc, Oui. la valeur de l'introduction. Alors, la valeur de l'introduction, c'est pour qu'on commence tous, pour que l'on commence, que l'on aborde tous l'utilisation du manuel avec la même compréhension. Qu'on ait tous une compréhension de base du secteur, des définitions, des défis que l'on rencontre en travaillant en éducation en situation d'urgence. Et la richesse, la valeur, c'est que c'est pas juste une personne qui a rédigé cette introduction et les définitions, la mise en contexte pour rentrer dans le travail de l'éducation en situation d'urgence. C'est voilà, c'est les membres de l'INE, c'est les personnes qui ont répondu aux consultations, c'est des experts. Donc, la richesse, elle est là. C'est que c'est plusieurs voix qui se sont mises ensemble pour qu'on puisse mieux travailler ensemble. Alors, est-ce que ma réponse aura satisfait la personne? Je ne sais pas si Nathalie ou Ariel, vous voulez ajouter quelque chose. Mais pour moi, oui, ce que je peux apporter, c'est que. Ça met un cadre, voilà, comme tu l'as très Voilà, bien dit. ça met un cadre. Je vois que Angwaka et Absang a la main levée, donc je vais vous donner la parole. Allez-y, s'il vous plaît. Bonsoir Émilie, bonsoir tout le monde. Bonsoir. Merci. Effectivement, Ngwaka Absang, j'appelle depuis le Cameroun, Très bien. précisément dans la région de l'extrême nord. J'ai une question en lien avec l'équité toujours. Tout à l'heure, il y a un des collègues qui a intervenu sur l'équité. Je voudrais savoir, dans les situations d'urgence, dans les situations de crise, par exemple, où les constructions des infrastructures scolaires ne tient vraiment pas compte
des enfants, par exemple, à besoins spécifiques. Il y a les enfants handicapés, que ce soit visuel, mental ou bien handicapé moteur. Je ne sais pas si on peut vraiment parler de l'équité dans ce cas-là. C'est ça ma préoccupation. Merci. Oui, merci. Je pense que vous avez répondu vous-même à votre préoccupation. Si dans les situations de crise, on n'en tient pas compte, ben, il n'y a pas d'équité. Et c'est déplorable. Ce que l'on peut apporter grâce aux normes minimales, ce sont des pistes et des orientations de comment les prendre en compte, de quelle façon les prendre en compte et basées sur des expériences. Donc ça vous fait un peu comme un échafaudage d'orientation, de recommandations pour faire en sorte qu'il y ait vraiment une prise en compte de façon équitable. Ça ne répondra pas immédiatement à la problématique, parce qu'après, il y a plein de problématiques extérieures, de financement, de capacité de le faire sur place en temps réel, etc. Mais les normes vont vous guider pour pouvoir le réaliser. Voilà. Je vois que Alors, je ne sais pas, j'ai vu Jean qui a levé le doigt et Josaphat. Je ne sais pas qui était le premier. Je vais aller vers Jean et après on ira vers Josaphat. Jean, à vous la parole. À partir de qui nous Je On voudrais vous- savoir la valeur ajoutée par rapport à l'édition 2010 et cette édition de 2024. Quelle est la valeur ajoutée à l'édition de 2010 par rapport à une? C'est quoi la valeur qu'on a ajoutée à cette édition de 2010? Ok, c'est quoi la valeur ajoutée entre 2010 et 2024? Donc, je viens de l'expliquer. Peut-être que vous n'étiez pas connecté dès le début, mais en fait, c'est une prise en compte des changements du panorama de l'éducation en situation d'urgence. On en a parlé, les objectifs de développement, les crises climatiques, les pandémies, les crises des déplacements internes, les réfugiés. Tous ces changements, toutes ces nouveautés ou l'exacerbation des crises qui a fait qu'on avait besoin de mettre à jour. Donc la valeur ajoutée, c'est qu'on a pris ça en compte et on les a intégrés. Et si vous êtes arrivé en cours de session, vous pouvez retrouver la vidéo et la présentation sur la page web de l'INE. Donc j'espère que ça répondra davantage à votre question, Jean. Après, peut-être que ce que vous voulez savoir, c'est des exemples plus concrets et plus pratiques. Ça fera l'objet d'orientation sur les normes minimales. Nathalie? Oui, juste pour ajouter, dans le chat, j'ai partagé un document qui a été compilé où toutes ces nouveautés ont été reprises et détaillées. Donc n'hésitez pas à consulter le lien, à télécharger le document. Ça reprend vraiment les nouveautés de l'édition 2024 des normes minimales. C'est tout. Merci beaucoup. Josaphat, à vous la parole. Merci Emeline, merci à tout le monde, merci Nathalie. Moi, c'est juste un conseil que je suis en train de demander, le point de vue ou bien la façon de voir les choses de INE par rapport à la situation que j'ai récemment vue dans notre pays. C'est que il y a un temps, il y avait des écoles spécialisées, notamment les écoles pour les sourds-muets. Il y avait les écoles pour des personnes qui avaient des handicaps spécifiques. Mais il y a 2 ans, on a supprimé ces écoles. Les enfants, on les a mis ensemble avec tous les enfants, disant que c'est moi que les séparer, c'est une sorte de ségrégation, c'est une sorte de discrimination. Alors, est-ce que les mélanger ne perturbe pas ou bien ne piétine pas l'aspect de l'équité? Est-ce que nous pouvons, parce que moi, je n'ai pas pu, en tout cas, je me suis réservé d'en parler
aux autorités éducatives jusque-là, parce que je ne sais pas si INE aussi peut accepter cela. Et aussi, un autre cas, c'est que nous avons encore chez nous des écoles spécifiques au sexe, c'est-à-dire les écoles des filles, les écoles spécifiquement des garçons. Il y a d'autres écoles qui sont des filles, qui sont mixtes, mais les filles sont prioritaires. Et les autres sont les filles, comme les écoles de jésuites, ce sont des écoles de garçons. Et les filles peuvent venir si les garçons n'ont pas pu couvrir toutes les places. Voilà, est-ce que ça aussi c'est un problème? Nous avons commencé à en parler avec les systèmes, avec les autorités éducatives, et on promet qu'on va commencer à mixer ces écoles-là, même si ce n'est pas effectif, ce processus piétine vraiment, parce que les jésuites sont des organisations fortes, on ne sort pas sur eux assez facilement. Mais dans les premiers cas, je ne sais pas, le point de vue de Inès, c'est quoi? Alors, Merci. Josaphat, merci pour ces remarques. Malheureusement, ça ne rentre pas trop dans les objectifs de la session d'aujourd'hui. Les objectifs de la session, c'était de vous présenter la mise à jour, la structure, le format, de vous donner envie de consulter les normes minimales et de vous y intéresser encore plus qu'avant. Ce genre de questions, je n'ai pas le temps d'y répondre là. Vous retrouverez évidemment des orientations et des pistes dans les normes minimales et dans d'autres notes d'orientation de l'INE telles que le genre, ou bien après ce qui est toute la partie secteur privé versus secteur public. Ça peut être, on peut trouver des pistes aussi dans les principes d'Abidjan. Donc pour ça, je suggère en fait une recherche à partir de la page web. Vous pouvez aller dans les recherches thématiques et si c'est quelque chose pour lequel vous avez besoin de soutien technique ou d'orientation, moi, je veux bien vous aider à faire la recherche, mais là, je n'ai pas le temps d'y répondre en tant que tel. En tous les cas, il y a des pistes. Voilà. Donc, je voudrais donner la parole à Angwakai et puis il va falloir qu'on termine pour qu'on puisse respecter l'heure. Nathalie, je ne sais pas s'il y a d'autres questions écrites. Si, il en reste 3. 3, ok. Alors, allez-y, Angwakai. C'est bien une question sur la présentation que je viens de faire. Ce n'est pas sur un concept à développer ou plus de précision technique. Non, pas du tout. Merci, merci Émilie. En fait, dans votre présentation, vous avez parlé de groupes WhatsApp par pays. Oui. Je voulais une proposition, je ne sais pas comment intégrer ces groupes WhatsApp par pays, ou je ne sais pas, de façon globale, qui va nous aider dans le partage des expériences et tout ça. Vous m'écrivez et je vous mettrai en contact avec les points focaux et s'il y a un groupe pour votre pays, je crois que vous aviez dit que vous étiez au Cameroun, on vous orientera vers le point focal en question. Voilà. Ok. Vos coordonnées, c'est... C'est dans la barre de discussion. emeline.marchois@ine.org. C'est bon pour vous? Nathalie, on va prendre rapidement les questions que tu as, s'il te plaît. Tu veux que je lise toutes les 3 ou Oui, vas-y. Alors la première, c'est comment la révision des normes INE pourrait-elle accompagner la finalisation de la stratégie du cluster dans un pays? La deuxième, c'est l'application des normes de l'INE dans des zones de crise n'est pas facile, surtout au Mali, surtout pour les personnels de l'enseignement formel. Est-ce que vous collaborez directement avec les États concernés pour la formation des enseignants? Et la dernière question, c'est comment la nouvelle version des normes minimales de l'INE prévoit ou recommande la prise en compte du développement professionnel et le bien-être de l'enseignant ou des enseignants en contexte de crise? Ok, de très bonnes questions. Donc là, je suis un peu pressée par le temps. La question par rapport au cluster, on travaille avec les clusters éducation. Donc, si eux, c'est la partie coordination des opérations et des activités, nous, c'est la partie soutien technique.
Donc oui, les normes minimales ont déjà été utilisées en soutien ou en renfort de développement de stratégies nationales ou stratégies d'éducation en situation d'urgence à partir du cluster. Donc si vous voyez un besoin particulier dans votre contexte, la même chose, écrivez-moi et je vous orienterai vers la personne du secrétariat qui pourra vous aider davantage. Mais en tous les cas, oui, les normes minimales peuvent aider au développement des stratégies. Comment le faire? C'est l'objet d'une longue conversation, mais en tous les cas, voilà, en regardant les besoins, en reliant les besoins au domaine et aux normes, c'est tout à fait possible et on est là pour vous aider. L'autre question sur la formation des enseignants est savoir si on travaillait en partenariat avec les ministères, c'est ça? C'est quelque chose que l'on peut faire sous couvert de l'autorisation des ministères et que les ministères viennent vers nous et nous proposent de travailler ensemble. Oui, c'est possible. Donc la même façon de procéder. Et c'est pareil, je donne mon adresse, mais vous pouvez aussi aller dans le centre d'assistance en ligne de l'INE pour toute demande. Et la prise en compte du bien-être des enseignants, c'est ça? Alors, j'ai un peu la même réponse que pour l'équité. Je ne peux pas aller en profondeur et je n'ai pas toutes les connaissances en fait de la version actuelle. Ce que l'on a appris avec la pandémie Covid-19, c'est justement de prendre en compte le bien-être des apprenants et des enseignants et du personnel éducatif. Donc oui, ça apparaît dans les normes minimales. De quelle façon, je ne peux pas vous le dire là. J'imagine que ça doit être dans le domaine 3, dans le domaine 2 et dans le domaine 3. Ce que je peux vous dire aussi, c'est que l'INE a depuis créé un groupe de travail sur le soutien psychosocial. Donc, on a des ressources, des outils, des boîtes à outils à vous partager là-dessus également. Donc, voilà, c'est pris en compte. De quelle façon exactement? Je ne peux pas vous le préciser maintenant. Voilà. Oui, juste pour ajouter, c'est toujours des grandes lignes générales dans les normes minimales parce que l'objectif, c'est que chaque partie prenante, chaque acteur le contextualise aussi à son contexte, justement. Parce que le bien-être, c'est quelque chose que on ne comprend pas tous de la même façon, on n'a pas tous les mêmes besoins en termes de bien-être. Donc, les normes minimales vont mettre une orientation générale et l'idée, c'est d'après de travailler plus en termes de localisation des normes. Voilà, je vais essayer de vous trouver l'adresse du centre d'assistance en ligne, très vite fait. Et comme ça, vous l'aurez sous la main. Donc voilà, le centre d'assistance en ligne, vous pouvez écrire sur n'importe quelle thématique une question et il y aura forcément quelqu'un du secrétariat qui vous répondra. Et j'ai vu qu'il y avait un dernier commentaire. Ah, c'est une question à laquelle je ne peux pas répondre. Savoir quel est l'État qui a le mieux utilisé les normes minimales, je ne peux pas vous le dire. Ce que je peux vous dire, c'est que le Burkina Faso, entre autres, a actualisé sa propre stratégie d'éducation en situation d'urgence en la basant sur les normes minimales de l'INE. Donc, ça peut être un exemple. En vue du temps, on va se quitter. Je vous remercie beaucoup d'avoir assisté à cette session, d'avoir dédié du temps pour les normes minimales. Je répète que vous pouvez être acteur de la diffusion de la mise à jour et vous pouvez rester en contact avec nous. C'est toujours un plaisir de discuter avec vous. Et je remercie Nathalie et Ariel du secrétariat qui nous ont aidés avec la co-facilitation et Ariel qui a été derrière tout ce grand processus de mise à jour. Voilà, vous pouvez mettre un visage sur le nom. C'est grâce à lui qu'on est là aujourd'hui.
et grâce à vous, les membres. Donc, continuons ensemble et à très bientôt. Merci.